Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, je vous souhaite la bonne année en ce début 2022, j'allais dire 2021. Et si vous voyez ça en avril, bah voilà, ça ne comptera pas. Mais je vous souhaite quand même à tous la bonne année et j'espère que cette année ira bien pour vous. Et donc on a un tuto, bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le A7 IV. Alors j'ai eu la très bonne idée de mettre mon A7 IV dans la configuration pour aller prendre des photos téléobjectif avant de faire le tuto. Et après je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, on va le mettre comme il faut et on va partir sur ce tuto. Comme d'habitude pour les tutos, je suis sur l'A7S3 avec le 20 mm 2.8 et le XLR3M avec deux micros, donc vous devriez entendre à droite ou à gauche le SM58 et de l'autre côté vous avez le ECM XM1 et du coup pourquoi je suis en S-Cinetone là, parce que d'habitude je fais mes vidéos en Slog 3, c'est parce que j'ai mon switcher, donc ça m'évite d'avoir à faire beaucoup de montage puisque bien évidemment il y a des coupes là-dedans pour pouvoir un petit peu me reposer entre les prises, et du coup en fait ça c'est pas du montage, hein, c'est directement moi qui suis sur ma console à switcher les deux voix. Donc là c'est le A7 IV bien évidemment et là c'est le A7S3, et du coup ça m'évite d'avoir à mettre un log et de recouper à chaque fois tous les morceaux que j'ai avec l'A7S3. On va commencer maintenant. Du coup là je suis sur les menus. Alors pourquoi je commence pas par mon menu? Parce que ce sera pour le tuto de personnalisation où j'irai vraiment dans tout ce qui est personnalisation. Donc je ferai des thématiques, mais là comme je peux pas vraiment faire ça avec le menu prise de vue, je vous le fais vraiment tout le menu en photo du coup ici, et il y aura une version aussi vidéo. Et donc on va commencer tout de suite. Donc en qualité d'image, numéro 1, on a d'abord la commutation JPEG et AIF, donc je le mets en JPEG parce que en fait moi je mets RAW plus JPEG en général, surtout pour l'affichage. En fait moi ce que j'aime bien avoir directement dans mon Finder, c'est des fichiers qui me permettent de pouvoir voir les photos rapidement, et après je les retoucherai avec le RAW. Donc c'est pour ça, si vous me demandez pourquoi je mets RAW et JPEG, parce que des fois soit je vais retoucher le RAW, soit, enfin ce que je fais de plus en plus, du coup je me remets mes RAW JPG, on va dire ça, une fois retouché sur mon téléphone, mais des fois quand j'ai envie de rapidement mettre un truc sur mon téléphone, j'ai le JPEG qui me permet directement de pouvoir envoyer ça sur Instagram ou même sur YouTube quand je vous fais des petites stories. Donc du coup là on a JPEG et AIF en réglage. Alors ce qui est intéressant avec Sony, c'est que dès que vous allez mettre un truc qui pour l'instant sera pas forcément très intéressant pour votre ordi ou la compatibilité de logiciel, il va vous faire ça, voilà. Un environnement correspondant est nécessaire pour la lecture d'images fixes enregistrées en HEIF. Donc voilà, vous êtes prévenus, ce sera la même chose pour la vidéo quand on ira sur la vidéo. Mais basiquement, ce que ça fait, c'est d'avoir des fichiers plus qualitatifs que, que du JPEG. Et comment vous pouvez le savoir? Vous avez la poubelle qui vous sert dans les menus, comme vous pouvez le voir en dessous. Là, j'ai pas le tactile, donc je peux pas toucher dessus. Mais en tactile, vous pouvez aller voir en dessous, là, juste à côté de menu. Et donc, vous allez voir que ça vous met, voilà, commute le fichier de l'image fixe. Donc, image fixe, c'est une photo, bien évidemment, en HEIF 42010 bits. Un environnement correspondant est nécessaire pour la lecture, ce qu'il est affiché. Donc, l'intérêt, c'est que du JPEG standard, c'est fait pour être affiché sur des écrans SDR, éventuellement imprimés. Donc, c'est du 4208 bits. Donc là, on a l'option d'avoir, du 420 bits et du 420 10 bits pardon, et du 422 10 bits. L'intérêt aussi du AIF, on le verra un petit peu plus tard, c'est de pouvoir faire des fichiers HDR, donc avec une dynamique meilleure, juste pour l'affichage par exemple sur écran HDR, qui peut être intéressant. On va juste remettre, on va le laisser en HEIF, hop, et je vous montrerai pourquoi je fais cette manipulation plus tard. Donc après, on a le réglage de qualité d'image, avec quelque chose qui va être intéressant. Après, on va voir ça. Donc là, voilà, c'est RAW plus AIF. Et donc, si c'est en JPEG, ça se mettra RAW plus JPEG. Certains autres appareils photo ne vous le montrent pas, mais voilà, ça veut dire la même chose en gros, hein. Et donc on peut mettre soit RAW plus AIF, soit AIF standard. Donc des fois c'est bien d'avoir un seul des deux. Si vous voulez pas retoucher par exemple de RAW, vous mettrez que de la HEIF ou du JPEG. Moi, comme je vous l'ai dit, je mets les deux. Mais on va se mettre en HEIF pour un petit truc spécifique. Maintenant, on va pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je regarde le réglage RAW avant. Donc RAW, et on va se mettre, voilà,
puisque voilà, comme vous le verrez, un des problèmes qu'a Sony, c'est de ne pas vous laisser dans les menus faire ce que vous voulez quand vous n'avez pas les réglages qui correspondent. Donc lorsque vous arrivez sur un truc grisé, il va bien falloir être attention à peut-être vos réglages pour voir ce qui dérange l'appareil photo, ce qui est un peu compliqué, hein, parce que vous aimeriez peut-être régler dans les menus, même si vous n'êtes pas dans le bon mode, les choses que vous aimeriez dans le mode que vous avez là où vous n'êtes pas, mais vous ne pouvez pas le faire sur Sony, donc voilà, vous inquiétez pas, il faut juste se mettre dans le, comment dire ça, dans ce mode spécifique en général. Et des fois, il y a des choses qui ne marchaient pas parce que c'était spécifique, par exemple, d'anciennes optiques avant chez Sony, mais bon, on n'en parlera pas ici, on va retourner dans les menus. Donc là, on a le type de fichier RAW, donc on a le RAW non compressé, le RAW compressé sans perte et le RAW compressé. Donc le RAW compressé, c'est le RAW qu'il vous faudra si vous voulez avoir la rafale maximale, donc de 10 fps. Ça marche plutôt bien, j'ai pas constaté de gros problèmes comme par exemple il pouvait y avoir sur l'A7 III où on avait des changements de couleur. Mais donc voilà, le RAW compressé, ça va être celui qui sera le plus compressé, bien évidemment. Ça semble logique, donc celui qui prendra le moins de place. Après, le compressé sans perte, qui est un peu plus épais. Et le compressé sans perte, ce qu'il fait, c'est que c'est un RAW non compressé qui est au final zippé. Donc, en fait, la différence, c'est que ce sera plus qualitatif que le compressé. Mais peut-être que la décompression sera un petit peu plus compliquée sur ce fichier-là, puisque ça vous décompressera dans un fichier un peu plus énorme que l'autre. Donc, à voir entre les deux. Hein. Celui-là est censé être plus qualitatif, mais voilà, il faut voir entre les deux ce qui sera le plus demandeur à votre ordinateur. Et enfin, l'intérêt du coup du non compressé, c'est que ça demandera beaucoup moins de calcul à votre ordinateur. Donc voilà, vous aurez un gain de place avec les fichiers compressés, mais il vous faudra une bête de course ou une machine un peu meilleure pour pouvoir retoucher les fichiers, par exemple sur Lightroom. Donc on a la taille des HEIF, on a le même réglage exactement en JPEG, donc extra fine, fine, standard, légère. Donc voilà, c'est comme vos JPEG quand vous les réglez dans Photoshop lorsque vous les enregistrez par exemple. La qualité décroît avec comment dire ça, le choix, donc light, standard, fine, et donc le poids aussi. Mais les poids des JPEG, moi je vous conseillerais de vous mettre toujours en extra fine parce que ça prend pas beaucoup de place, hein, pas comme le RAW, donc profitez-en quand même si je conseille toujours d'utiliser le RAW, hein, quoi qu'il arrive. Et donc, vous pouvez régler la taille, c'est dommage, on ne peut pas le faire en RAW, mais là, vous pourrez régler 33, 14 ou 8,2, que ce soit en JPEG ou en EIF, ça ne change pas, la taille est exactement la même entre les fichiers, et donc voilà. Ce que vous allez voir ici, on le verra plus tard, mais ce qui est intéressant avec ce Sony A7 IV que ne faisaient pas les Sony avant, c'est qu'on va avoir des passerelles de réglage pour pouvoir directement aller là où c'est intéressant. Par exemple, là, le réglage de cartes, donc des supports d'enregistrement, mais on le verra juste après. Donc si vous voulez régler instantanément des choses, mais sachez qu'après vous resterez dans ce menu-là, donc il ne faut pas vous poser de questions, ça va vous téléporter d'un menu à l'autre. Mais bon, comme ça reste dans le menu prise de vue, là vous n'aurez pas de problème. Il y a d'autres choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées. Mais voilà, soyez au courant que si vous allez là-dedans, vous allez peut-être vous téléporter dans, comment dire ça, dans une autre zone de l'appareil photo, dans les menus. Donc soyez prévenus, mais pas ici. Hop. Donc le ratio d'aspect. Donc on a 3 demi, 4 tiers, 16 neuvième et 1 1. Donc le 3,5 il a les 33 millions de pixels, le 4 tiers de mémoire c'est 29, après on aura 28 en 16 neuvième et en 1,1 on aura 22 millions de pixels. Alors faites attention, ça affecte aussi vos fichiers RAW, donc faut comment dire ça, bien prendre ça en compte. Moi je vous conseille toujours, comme pour cropper, gardez, si vous le pouvez, la taille maximale, donc le 3,5, et après faites vos réglages dedans. Mais si pour des raisons artistiques vous vous sentez plus inspiré, mettez le cadrage que vous voulez, mais vous perdrez bien évidemment en définition puisque vous aurez plus les parties manquantes. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne vais pas en parler ici, mais on a les formats de fichiers vidéo en photo. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je trouve, dans ma vidéo, c'est pas mon premier tuto, c'était le tuto à la sortie du A7 IV. C'est que moi, j'aime pas utiliser la vidéo de l'A7 IV en photo parce que vous êtes limité au profil photo, donc de base. Donc c'est PP off,
PP off, ça mettra votre profil photo, que ce soit neutre ou ce que vous avez choisi, ce que vous avez réglé. Et donc moi ça ne me plaît pas, je veux être soit en S-Log 3 comme je vous l'ai dit, soit en Cinetone, et donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc là par exemple, en photo, mon A7 IV ne peut pas enregistrer de vidéo tout simplement, j'ai affilié le bouton à faire autre chose. Donc on regardera ça dans la version vidéo de cette vidéo, ce qui est assez intéressant à dire au final. Vidéo. Donc là on a le crop APS-C. Donc encore une fois, ce que je vous dis, tant que vous pouvez, mais si vous vous sentez plus inspiré et que ça vous donne plus envie de faire des photos, recadrez directement dans l'appareil photo. J'ai quand même mis ça sur un bouton sur la 7.4, donc je le fais aussi, c'est juste que la plupart du temps, c'est quand même des fois un peu mieux d'avoir plus large et de cropper, parce que vous cropperez peut-être pas jusqu'à avoir les 14 millions de pixels que vous donne la PSC, donc ça va prendre en compte. Mais vous avez l'option ici de le faire. Donc auto, ça va directement switcher lorsque vous aurez un objectif APS-C, donc vous passerez en 14 millions de pixels. Off, ça veut dire que vous aurez vos 33 millions de pixels, mais votre cercle optique ne sera pas, adapté à l'APS-C, donc il se peut que vous ayez du gros vignettage sur les bords, ou vous ayez un espèce d'effet fisheye où on voit les bords de la lentille. Et en on, ça l'activera automatiquement. En fait, ce que j'ai mis sur mon A7 IV, par exemple, quand je fais des photos de téléobjectif, avec le 200-600 que j'ai ici, et que je veux aller plus loin, et je m'en sers beaucoup plus en vidéo. Hop. Donc voilà. Donc RB pause longue, je l'ai mis sur off. Hop, voilà. Image fixe HLG, voilà, on ne peut pas faire, donc je vais déjà arriver ici. RB pause longue, donc moi je l'ai mis sur off. Si vous faites que du JPEG, vous pouvez l'activer, ce sera intéressant parce que beaucoup de gens trouvent que la retouche est mieux que lorsqu'on est sur du RAW, ce qui est possible, sauf qu'en RAW, on a bien évidemment les avantages de pouvoir régler, bien évidemment, plus la dynamique, les couleurs, tout ça, ce que la balance de blanc, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un JPEG. Donc moi, je les enlève juste parce que, et RB ISO-LV, juste parce que ça demande en pause longue plus de temps à l'appareil photo pour créer le RAW et le JPEG, ce qui pose des problèmes. Par exemple, si vous voulez faire du stacking de photos d'étoiles, vous voulez avoir le plus de photos possible, donc il faudra l'intervalle entre les photos le plus court possible, et donc faire en sorte que l'appareil photo enregistre en plus longtemps, ça va faire en sorte que vous sortirez moins de photos. Donc je l'enlève quoi qu'il arrive, parce que les informations sont dans le RAW, et donc on peut les retrouver au final plus tard, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et donc pour le image fixe HLG, pardon, c'est un peu dur à dire. Donc voilà, il dit que parce que je suis en RAW et en WAV, je ne peux pas aller là-dessus, donc on va revenir là, hop, et revenir. Dans notre qualité d'image, on va enlever le RAW plus AIF pour mettre juste AIF. Et donc voilà, c'est un des exemples que je vous disais. Ce qui est dommage, c'est que là, c'est obligatoire parce que c'est pour mettre on ou off. Mais vous pourrez l'avoir juste on, même s'il n'est pas capable d'accepter en RAW plus AIF, pour que quand vous arriviez directement en AIF, vous l'ayez en HDR direct. C'est la façon de voir de Sony, il faut juste s'y adapter. Moi je trouve ça un peu bizarre, personnellement. Après, c'est pas les seuls à faire ça. Mon Canon R6 a exactement le même problème. Mais je crois que chez Nikon, il n'y a pas ce truc-là où vous pouvez pas régler des choses en étant dans le réglage que l'appareil photo ne veut pas. Donc là, vous pouvez mettre image fixe HLG, et donc voilà, vous avez une image avec plus de dynamique, même si l'image reste en 4:2 10 bits. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous si vous ne voulez pas faire de RAW, ou vous voulez l'afficher sur votre écran HDR. Donc on va se remettre, hop, comme j'étais réglé au début, juste pour que si je pars demain, j'ai pas à tout régler, hop, RAW plus JPEG, voilà. Donc on va continuer. Donc espace colorimétrique. Moi je me mets en Adobe RVB, maintenant ça pose plus du tout de problème. Alors il y a beaucoup de gens qui posent ces questions-là. Oui, pourquoi quand j'affiche mon image dans mon Finder, enfin dans votre n'importe quoi que vous avez de lecture lorsque vous êtes sur Windows ou Mac, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément dans les bons espaces colorimétriques, et il faut faire attention avec ça. C'est pas le Adobe, le CRVB ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas des choses forcément adaptées à visionner vos photos correctement. Et donc moi je mets Adobe RVB tout simplement parce qu'on est dans un espace
Donc on pourrait argumenter, dire est-ce que c'est dans le même espace que du BT 2020, que du BT 2100, mais ça existait. Dire que ça existait avant, non, mais voilà. Le BT 2100 est un dérivé du 2020, voilà, on pourrait argumenter là-dessus. La seule chose, c'est que si vous voulez savoir, le sRVB, ça correspond plus au Rec 709, donc l'affichage écran SDR, et donc l'Adobe RVB, dans tous les cas, ça vous donne plus de nuances de couleurs. Alors certes, lorsque vous êtes sur écran SDR, ça fera comme d'habitude, hein, même avec la dynamique, parce que vous êtes sur des RAW 14 bits, et donc votre écran de base, il est en 8 bits. Donc ça simule en gros la gamme plus large de couleurs, de gamut et de tout ça. C'est assez compliqué, mais du coup Adobe RVB c'est plus adapté à un RAW 14 bits que d'avoir du sRVB. Au final, ça permet de profiter de plus de nuances de couleurs tout simplement. Donc je préfère rester en Adobe RVB. Et ça ne change rien dans la rafale ou quoi que ce soit. Hein. Je mets ça même quand je suis dans mes 12 bits en RAW compressé, même quand je suis en rafale, il n'y a aucun problème, ça fait toujours les 10 images par seconde. Hop, donc vous avez des compensations de l'objectif, voilà, j'ai tout enlevé. Compensation de la distorsion, ah oui, je crois que ça ne le faisait pas. Donc on peut faire tout ça, je mets sur off, pour la même raison que je vous ai déjà dit avant, donc vous avez le réglage on-off, ou auto-off. Donc ça veut dire que l'appareil photo règle lui-même, suivant les situations, s'il y a besoin d'enlever du vignettage, s'il y a besoin d'enlever des aberrations chromatiques. Voilà. Mais encore une fois, en RAW, vous avez normalement, suivant bien évidemment la puissance de votre logiciel, et puis de toute façon en RAW, ça ne s'affichera jamais de base, à part quand les constructeurs ont décidé qui voudraient quand même faire en sorte que leurs objectifs marchent mieux qu'ils marchent en vrai. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir les retouches mises directement sur votre RAW, il faudra les activer sous Lightroom ou Capture One ou ce que vous utilisez. On passe sur support, donc la vidéo va quand même être vraiment longue, je suis déjà à 15 minutes là. Hop. Donc on a le formatage, bien évidemment, vous pouvez formater n'importe quelle carte. Donc, comme vous le voyez, vous avez la CF Express type A en haut, plus un port SDXC type 2, et le port d'en bas est un SDXC de type 2. Donc on reviendra un peu là-dessus en vidéo pour expliquer ce qu'il y a de bien et de pas bien à faire avec ces cartes SD. Enfin, il y aura un type qu'il faudra oublier, mais on verra ça en vidéo. Hop. Donc réglage de support d'enregistrement, c'est le réglage que je vous disais qu'on pouvait faire directement du réglage qualité vidéo. Et donc on va aller dedans. Hop. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis support d'enregistrement, placement 1, placement 2, mais au final, si vous faites séparer l'enregistrement, ça fait exactement la même chose. On peut enregistrer bien évidemment en simultané, donc on choisit photo et vidéo. Ce qui est assez marrant, avec la 7.4, c'est que c'est le premier Sony où vous ne réglez pas juste l'emplacement de base. Parce que, sur la 7S3, c'est le premier emplacement, on choisit la prédominance, en fait on choisit où vont les photos, par exemple quand on sépare l'enregistrement, au lieu de dire port 1, port 2, voilà. Même si, voilà, au final ça sert à rien, puisque c'est redondant avec ça, au final, ce que je viens de faire. Mais bref. Donc on a la commutation aussi automatique du support d'enregistrement. Donc si vous voulez par exemple faire de l'enregistrement et swapper vos cartes, ce qui est intéressant chez Sony, puisque vous pouvez ouvrir la porte de carte, l'appareil photo ne s'éteint pas et vous pouvez changer, alterner vos cartes quand elles sont remplies. Et donc c'est à ça que sert la commutation des cartes. Voilà. Et on peut du coup aller dans le réglage de qualité d'image. Et du coup, vous pouvez apprécier en dessous mon réglage. Donc on a le RAW JPEG X-Fine 33 millions de pixels. Et en dessous, on voit que la vidéo s'enregistre sur la carte 2. Alors, la récupération BD image, c'est une chose qui est particulière à Sony. Il faut faire vraiment attention. Vous ne pouvez pas récupérer. C'est vraiment dommage. Donc, c'est peut-être rédhibitoire pour vous. Vous ne pouvez pas récupérer d'images que vous avez effacées avec sur votre Sony. Et donc, le plus gros problème, c'est que ça, c'est censé vous permettre de récupérer des images. Mais j'ai jamais réussi à le faire. Parce que souvent, vous supprimez vos images lorsqu'elles sont... Comment dire ça? Enfin, vous pouvez formater, mais le problème, c'est que... Alors, dans quel cas ça peut arriver, ces choses-là?
essayez de trouver un cas. Vous supprimez... c'est bizarre ça. En fait, le problème, je vais juste vous dire ça comme ça, je ne vais pas vous dire de cas parce que j'arrive pas à en trouver. Le problème de ça, c'est que quand vous supprimez une image dans l'appareil photo, vous pouvez récupérer l'image. Par contre, parce que en fait, elle utilise une base de données qu'elle a enregistrée dans l'appareil photo. Par contre, à partir du moment où vous enlevez la carte de l'appareil photo, la base de données se supprime et donc vous remettez la carte. Vous ne pouvez plus récupérer ça au final. Et si je vous dis que moi je vois aucun cas où ça pourrait m'arriver, c'est juste que, en fait, en gros, ça marche pas, par exemple, si vous formatez la carte dans une autre chose pour l'utiliser dans un autre boîtier ou je sais plus quoi. Voilà, c'est ça. Une fois, j'ai formaté la carte pour aller dans le boîtier de la 7S3 par rapport au A7 IV, et quand j'ai essayé de la remettre et de récupérer les images, ça n'a rien fait du tout. Donc, c'est quand même limiter la récupération d'images à ce qui est resté dedans, et donc, il faut que la carte soit dans l'appareil photo pour que ça marche. Je ne sais pas si j'ai été clair avec ça. Donc voilà, on peut régler, sélectionner le support et voir ce qu'on peut faire avec, ce qui est en général pas forcément très intéressant. Donc voilà, on a ce que je peux faire avec l'ACF Express de type A. Donc j'ai une ProGrade, donc les nouvelles qui sont sorties. Et donc là voilà, je peux faire 1551 images en RAW plus JPEG et 3h19 de vidéo en XAVC HS 4K. D'ailleurs c'est pour ça que je prends ce mode là, c'est que c'est celui qui me donne le plus de vidéos en gros. Hop. On passe maintenant à fichier. Donc là, c'est là où comme vous pourrez régler vos petites choses intéressantes en termes d'ergonomie, dossier et tout ça. De nom aussi de fichier. Pardon. Hop. Donc le numéro de fichier série. Donc vous pouvez faire soit série, soit réinitialiser. Donc en gros, ça remet le compteur à 0. Sauf qu'il y a une autre méthode pour le faire, c'est le forcer. Et du coup, ça crée un nouveau dossier. Donc, en fait, quand vous forcez, ça sert notamment, on va dire ça, par exemple, si vous faites un shooting où vous avez besoin que ça revienne à 1, on va dire ça comme ça, et alors vous choisirez ce mode-là et vous pourrez mettre le nom que vous voulez pour votre shooting. Voilà. Si ça vous intéresse d'avoir juste à chaque fois les photos qui commencent à 1 au début de votre shooting et à chaque fois que vous terminez, vous voulez réinitialiser, vous pouvez faire soit cette méthode-là qu'il force en créant un nouveau dossier. Donc, je ne vois pas à quoi ça peut servir, même si vous aimez bien savoir combien de dossiers vous avez fait. Mais la première solution reste, au final, la plus intéressante, je trouve. Après, on peut définir le nom de fichier. Donc, voilà. En photo, ce qui est un peu bizarre, je vais dire ça comme ça, mais parce que ça a prédaté le fait de pouvoir le faire en vidéo. Avant, on n'avait que C, mais maintenant, on peut enregistrer un fichier personnalisé, donc en non personnalisé, en vidéo, ce qui n'était pas le cas avant. Sauf que là, on n'a que le choix entre des majuscules et 3 caractères. Donc moi, j'ai mis A7 IV assez logiquement pour pouvoir reconnaître mes fichiers. Parce que, voilà, si vous voulez que je vous raconte ma vie, souvent, j'ai le nom de l'appareil photo. Et quand je retouche, je mets juste la date derrière. Comme ça, voilà, je sais ce que j'ai fait avec mes fichiers. Et je sais quel appareil photo l'a pris. Plutôt que d'avoir plein de fichiers Sony qui, de base, je ne sais pas si on peut... Non, je ne sais plus. Comment ça s'appelle de base, comment s'appellent les noms de fichiers Sony. Et ce qui est assez intéressant, et que moi j'aime bien faire, c'est que vous voyez que là, j'ai mis, hop, vous pouvez mettre standard, donc en gros, ça restera tout le temps dans le même fichier, à moins que vous dépassiez les 1000 photos ou les 10 000, je crois que c'est les 10 000 photos, donc ça passe à 102, 103. Et la date, alors c'est pas très logique parce que ça met 101, 102 plus la date à peu près à côté. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous voulez charger vos photos dans votre disque, par exemple, vous avez déjà les jours qui sont mis. Donc vous n'avez pas vos photos qui sont mélangées, et vous pouvez prendre juste les dossiers et les mettre directement dans votre disque et après les renommer parce que moi je mets juste la date dedans et l'appareil photo. Et donc voilà, c'est pour ça que je préfère utiliser date au final, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Donc le dossier rec, évidemment, cette fonction est désactivée, on verra ça en vidéo. Donc c'est bien évidemment le dossier pour la vidéo. Création d'un dossier, donc on peut créer un dossier, je vais pas le faire, on va me dire, oui, créer un nouveau dossier. Donc en gros, si vous êtes en 101, ça crée à 102, 103.
Et après, vous choisirez le dossier où vous voulez mettre vos choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez pas mettre par date, vous pouvez dire, voilà, je veux avoir 3 dossiers, je veux mettre cette photo-là ici, cette photo-là là. Il faut se souvenir hein, que vous avez fait ça. Donc ça peut être intéressant si vous voulez ranger vos choses comme vous voulez quand vous faites votre shooting. Mais voilà, enfin, c'est l'option, moi je la trouve pas très intéressante, mais c'est une option qui peut vous intéresser. Donc les informations IPTC, c'est une des choses les plus obscures qui puissent exister, donc vous posez pas trop la question, hein. Je pense que c'est un menu qui vous intéressera pas forcément, mais si vous y connaissez en informations IPTC, vous pouvez les mettre dans l'appareil photo. En gros, il faut créer un fichier, je ne sais plus quelle racine, enfin quelle extension, et en gros, vous pouvez mettre n'importe quelle info que vous voulez dans un fichier photo, voilà. Mais comme j'ai pas de fichier IPTC, de quoi faire des fichiers IPTC, je n'en fais pas. Donc là, le copyright, c'est un peu plus facile à comprendre. Donc vous pouvez mettre oui, vous pouvez mettre le photographe. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce sera vous. Et le copyright, c'est soit vous, bien évidemment, soit la propriété intellectuelle de vos photos. Par exemple, le commanditaire, ou vous, si c'est tout simplement vous. Mais ce serait bizarre juste de mettre vous et vous. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et on peut voilà, afficher info, voilà. Nom du détenteur du copyright, et on a nom du photographe au-dessus. Puisque comme je ne l'ai pas mis, je le fais pas. Donc ça peut être bien de le mettre, le copyright, surtout pour tracer vos RAW, et qu'on voit que c'est vous qui les avez fait au final. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'option suivante, c'est de mettre le numéro de série de l'appareil photo, et comme c'est votre appareil photo, en théorie, les gens ne peuvent pas vous flouer sur le fait que vous avez pris ou pas la photo. Ce qui est assez intéressant, hein. À ma connaissance, il n'y a que Sony qui fait ça. Après, peut-être que je me trompe. Donc mode de prise de vue. Donc là on a rappel réglage de prise de vue. Alors pourquoi c'est grisé? Parce qu'il faut être dans le mode C1, C2, C3. Donc les 1, 2, 3 qui apparaissent dans l'espèce de... c'est pas vraiment un rectangle, c'est une espèce de petit quartier. Enfin c'est un rectangle tordu puisque c'est autour d'un cercle. Et donc si je me mets par exemple, hop, on va se mettre en 2, donc mon réglage RAW non compressé avec l'AFC, l'obturateur en high+, donc 6 images par seconde puisque c'est non compressé, et obturateur mécanique avec la F sur les animaux, les oiseaux pardon. Et donc là, hop, si je me mets ça apparaît la même chose sauf que c'est obturateur électronique avec les fichiers en mode compressé, donc en 10 images par seconde. Donc on va aller dans le menu, et voilà. Le rappel apparaît, donc voilà, ça affiche ce que je vous ai dit, donc high+, mode S, donc avec ISO auto, donc pour avoir juste à régler la vitesse qui est de 1 demi par seconde, pardon, RAW plus JPEG, 3,5, on a l'AFC, on a, du coup, vous le voyez aussi, l'AF sur les oiseaux, l'obturateur électronique, le profil photo neutre, d'ailleurs que vous pouvez activer dans Lightroom directement pour pas avoir le profil Adobe Couleur. Donc si ça vous intéresse, hein, posez-moi la question, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Il faut aller juste dans les préférences de Lightroom et mettre appareil photo au lieu de mettre les préférences de base de Lightroom. Hop, et donc voilà. Quand on revient du coup ici, hop, mémorisation de réglage de prise de vue. Donc en fait, si vous faites ça, je ne vais pas le faire, hein. Mais en gros, si vous faites ça, ça se mettra sur 1, 2, 3, ou M1, M2, M3. Voilà, vous pouvez l'enregistrer ça là-dessus. Donc c'est comme ça que vous enregistrez vos paramètres. Vous mettez dans le mode que vous voulez à la base, parce qu'une fois que vous aurez vos M1, M2, M3, enfin C1, C2, C3, M1, M2, M3, M4, on va le voir juste après, et donc la démarche de base, on va parler comme ça, vous mettez le mode que vous voulez, la vitesse que vous voulez, l'autofocus que vous voulez, vous l'enregistrez, mais après, comme vous avez ça dans C1, C2, C3, si vous voulez modifier un petit peu les trucs, vous vous mettez dans ce mode-là, tout simplement, et vous modifiez juste le paramètre, et après, vous allez re-enregistrer, donc pour que ce soit plus simple, au final, hop, pardon, hop. Et donc voilà, la sélection du support d'enregistrement, c'est justement pour le M1, M2, M3, M4. Donc ça marche de la même façon que le C1, C2, C3, sauf que, en gros, vous mettez sur C1, C2, C3, et si vous avez enregistré un M1, M2, M3 ou M4, il va vous mettre dans la fenêtre d'affichage de réglage, comme on l'a vu, avec, hop, on va aller là, le rappel de réglage, comme ça, et vous pourrez choisir M1, M2, M3, M4, en plus du mode bloqué qui sera 1, 2 ou 3. Voilà, par exemple, là je suis en 3.
et ça vous affichera aussi M1, M2 exactement comme ça, et vous pourrez choisir entre ces 5 modes au final. Il faut faire attention hein, de savoir dans quelle carte vous allez la mettre. Il faudra que ce soit forcément une carte qui va rester dans l'appareil photo, parce que sinon à chaque fois, par exemple, vous faites un événement, vous avez beaucoup de photos, vous enlevez la carte, vous en remettez une autre, vous n'avez plus M1, M2, M3, M4. C'est le seul problème que je vois avec ces petits réglages M1, M2, M3, M4. C'est pour ça qu'en général, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Hop. On a aussi une chose assez obscure là. Donc on peut enregistrer des réglages spécifiques et lorsque on va dans le menu de personnalisation qu'on ne va pas voir aujourd'hui, eh ben vous pouvez vous pouvez programmer la touche qui vous servira à faire le rappel vers maintien, et donc vous pouvez avoir le réglage que vous voulez, voilà. Et donc voilà, vous pouvez dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça. Et donc ça changera certains réglages qui sont là-dessus, voilà. Après, on aura diffusion USB. Alors ça c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche en photo et en vidéo. C'est plus un truc de vidéo, mais là ce sera pour voir votre résolution pour bien évidemment du streaming. Donc on verra ça dans un autre tuto, mais c'est assez simple hein, au final. En gros, les Sony, vous les branchez dans un ordinateur et il va vous demander genre je crois 4 choses si vous voulez comment dire ça, prendre des photos et les afficher dans un logiciel, je crois après je peux me tromper. Sinon il y a 2 versions en fait qui vous permettent de voir soit l'appareil photo comme un disque, donc une extension de disque, soit avoir l'appareil photo et avoir les trucs à l'intérieur, ce qui est un peu plus compliqué. Et vous avez cette option, enfin vous pouvez aussi avoir le FTP je crois dessus, et vous avez, donc je m'embrouille un peu, et vous avez du coup cette petite option d'avoir le streaming. Donc si vous choisissez streaming, vous avez juste à prendre votre utilitaire de webcam et ça apparaîtra directement comme la webcam. Donc vous mettez zoom ou n'importe quoi, ce sera ce qui sera reconnu par défaut. Et donc c'est quelque chose de vraiment bien, il n'y a rien à faire de plus que ça. C'est une webcam, et donc c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi activer par le bouton d'enregistrement, l'enregistrement en parallèle de vidéos. Et ce qui est bien avec ça, c'est que si par exemple vous faites un podcast et vous avez plusieurs personnes, vous enregistrez à côté votre flux, comment dire ça, du groupe, vous pouvez quand même garder pour vous-même, pour vous afficher en mode plus précis, votre enregistrement 4K. Donc ça peut être intéressant d'enregistrer les deux en même temps. Donc entraînement, donc ça c'est la rafale en général, donc enfin c'est la rafale, c'est tous les modes d'entraînement, donc il n'y a pas que la rafale, et ils ont décidé de faire un petit peu un fourre-tout avec ça. Donc on va avoir ici la prise de vue en continu, parce que je suis dans mon mode C3, pardon. Donc là on a la prise de vue unique, et donc on règle hop, avec la flèche ce qu'on veut, donc low, mid, high plus, et comme je vous l'ai déjà dit, suivant votre compression, high plus, ce ne sera pas la même chose, en non compressé ce sera 6, et en compressé ce sera 10, donc il faut faire attention à ça quand vous allez prendre des photos. On a le retardateur unique, donc pour prendre une seule photo, donc 10, 5 et 2 secondes. Après moi je préfère la télécommande, notamment pour les poses longues, parce que les étoiles paraissent beaucoup plus nettes lorsque votre trépied fait pas, même si vous ne le touchez pas au final, il fait toujours un petit peu, si vous avez touché le déclencheur avant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Là on a 3 images, mais on peut mettre 5 images, et voilà, on a tout ça. Après on a le bracketing, j'espère qu'on n'entend pas mon estomac. Bracketing continu, voilà, 3 images. Bracketing de E, de V, donc voilà. Attends, simple, voilà. Continu, il va prendre les 3 photos en même temps. Simple, il va prendre une image, il faudra redéclencher pour prendre la deuxième et la troisième, bien évidemment. On a le bracketing de white balance, de balance des blancs, pardon. Et j'ai mon estomac qui gargouille. Et on a aussi du bracketing de dynamique, voilà. Donc c'est ça le DRO, hein. On le verra sûrement plus tard. Donc on a le réglage de bracketing. Donc retardateur, on peut mettre voilà, on, off.
Hop, donc ça veut dire que... Ouais. Tac, tac, tac. Donc lors du bracketing, moi j'aime bien... D'ailleurs, je sais pas pourquoi à chaque fois il me l'enlève. Moi j'aime bien faire ça. Ah oui, parce que je suis en C3. Et ce qui est compliqué, c'est que si vous... En fait, juste un conseil, voilà, en passant, lorsque vous voulez mettre vos menus C1, C2, C3, je vous conseille de le faire après avoir programmé votre appareil photo en entier, parce que si, c'est ce qui est chiant, c'est que le menu prise de vue est au début, et donc vous serez tenté de mettre votre C1, C2, C3 tout de suite, mais il y a plein de choses qui vont, comment dire, passer à la trappe, il faudra réenregistrer, parce que tout ce que vous n'avez pas enregistré dans le menu sera pas dans le C1, C2, C3, puisqu'il prend en compte tous les réglages de l'appareil photo. Donc ça peut paraître un peu bizarre, hein, puisque normalement les appareils photo ne sont pas censés faire ça, mais bon, ça vous permet d'avoir un Sony qui, en réglage C1, C2, C3, peut avoir plein de réglages différents. Par exemple, en vidéo, on va dire, si vous n'avez pas réglé l'affichage des collimateurs sur l'œil lorsqu'on fait de la vidéo, et ben, comme je le vois là par exemple sur la 7S3, et ben ça ne s'affichera pas. Alors que vous revenez par exemple en mode A, et ben ça sera affiché, parce que vous l'avez enregistré plus tard. Voilà, donc faites attention à ça. L'appareil photo n'est pas buggé, il ne va pas juste essayer de vous enlever des réglages, c'est juste si vous enregistrez C1, C2, C3, faites-le après avoir réglé votre appareil photo en totalité. Et je le rappellerai sûrement dans le mode personnalisé, enfin dans la vidéo de personnalisation. Hop, donc on a la fonction de l'intervallomètre ici, donc vous pouvez le mettre sur on, et après, bien évidemment, lorsque vous serez en mode prise de vue, il sera en intervallomètre. Donc, on a le temps de démarrage, donc ça c'est ce qui s'assimile au retardateur. On a l'intervalle entre deux prises de vue, et on a le nombre de prises de vue, bien évidemment. Le suivi AE, donc ça va être l'exposition. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas, par exemple, si vous mettez rapide, il se peut que, par exemple, le soleil apparaisse à un moment donné parce que le ciel est couvert et plus couvert d'un coup. Ça évite d'avoir des gros flashs d'exposition qui ne soient pas vraiment très intéressants pour votre time-lapse. Donc voilà. Le petit problème, c'est que ce serait intéressant de l'avoir en vidéo aussi, mais on l'a pas. Donc j'en reparlerai pas en vidéo parce que comme il n'est pas là, je vais pas parler des choses qui sont pas dans l'appareil photo, mais c'est un peu dommage parce que moi personnellement, je suis obligé de faire de l'hyperlapse pour faire de la vidéo. Donc c'est le SNQ, je vous montrerai ça dans un autre tuto. Mais voilà, c'est pas possible ici. Hop. Donc on a le déclenchement électronique. Alors faut faire attention à ça. Hein. Le problème du déclenchement électronique, c'est quoi? C'est que le timelapse, vous voulez des fois pouvoir le faire pour la photo d'étoile. Ce que fera le déclencheur électronique, c'est de limiter un peu le fait que l'appareil photo bouge, surtout avec l'obturateur qui est dans le 7.4. Sauf que l'obturateur électronique est limité, il ne peut pas aller à 30 secondes. Donc vous serez obligé, si vous voulez passer au-delà, je sais quoi, c'est un quart, pas un quart de seconde, c'est un 4. Je crois que c'est 1 sur 4 qu'il faut éviter, donc voilà. Priorité intervalle pendant prise de vue. Ah oui, voilà. Donc la priorité, je ne sais pas pourquoi il n'est pas affiché, parce que si, voilà, je ne suis pas dans le bon mode d'exposition. En gros, ça veut dire que, si vous mettez sur off, il va, par exemple, si vous avez un intervalle de 3 secondes et que votre pause dure 4 secondes au final, il va quand même faire la pause de 4 secondes. Si vous mettez priorité intervalle, vous aurez une photo sous-exposée, tout simplement. Voilà, parce que il privilégiera les 3 secondes, et donc s'il doit exposer 4 secondes, il n'exposera jamais 4 secondes. Voilà, c'est ça que veut dire priorité, intervalle, prise de vue. Hop, donc on va revenir ici. Donc on est toujours bien. Hop, le son, ouais. Donc on arrive en 7. Obturate / silence avec un point. C'est un truc de japonais, hein, sachez-le. On peut se dire, Sony, ils ont des façons bizarres de montrer les choses. Si vous dites ça, vous n'avez jamais eu un Fuji, parce que c'est assez marrant hein, chez Fuji. Donc on a le réglage du mode silencieux. Voilà. Donc silencieux, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas l'obturateur silencieux, attention. Hein. Réglage silencieux. Alors, comme moi je le fais pas, parce que ça influe sur l'autofocus, des choses dans le genre. En fait, par principe, Sony vous donne la possibilité d'être encore plus silencieux que silencieux en supprimant les bruits que vous pouvez avoir dans votre... C'est mon objectif que je touche. Les bruits que vous avez dans l'objectif, donc le bruit de l'iris, donc en fait, il se permet de
bouger l'iris beaucoup plus lentement, ce qui peut affecter des paramètres comme l'autofocus ou des choses dans le genre, mais qui vous fera, en obturateur électronique, être encore plus silencieux que vous l'étiez. Pourquoi je peux pas faire ça? Ah oui, parce que je suis pas dans mon sens. Et donc c'est ça que ça va servir. Mais c'est décrit d'une façon assez bizarre, donc vous pouvez mettre mode silencieux on, et donc réglage de fonction cible, donc entraînement ouverture AF, donc vous allez voir ça. Définit le mode d'entraînement, l'ouverture, la prise de vue d'image. Voilà, donc ça ne veut rien dire, enfin ça ne vous aide pas ici. Donc vous pouvez mettre priorité silence. Donc on va regarder ce que ça fait. Définit le mode d'entraînement ouverture sur priorité silencieuse. Le son de l'entraînement de l'ouverture est plus réduit qu'en standard. La vitesse de mise au point, voilà. Du coup, c'est ça le problème, c'est que vos facultés à faire l'autofocus correctement seront grandement affectées. Donc tous ceux qui disent qu'il y a moins de réglage d'autofocus sur un Sony que sur un Canon, c'est absolument pas vrai, puisque vous pouvez régler s'il est nul, mais que vous avez du silence, enfin nul, moins bon, mais vous avez du silence, ou on le verra dans le, le tuto autofocus, comment vous pouvez améliorer l'autofocus, au détriment d'autres choses. C'est toujours le cas, hein, bien évidemment, c'est pour ça que Sony vous donne l'option de le faire ou de ne pas le faire. Mais voilà, vous avez quand même plein d'options en autofocus dans Sony, donc voilà. N'écoutez pas forcément ceux qui disent que Canon a plus d'options parce qu'ils en ont 2, alors qu'au final Sony en a 2 dans une et plusieurs autres dont on parlera dans le tuto correspondant. Donc voilà. Donc on peut prioriser le silence ici. On va revenir en arrière. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont même dit, l'obturateur hors tension, il fait du bruit quand il se ferme, et bien vous pouvez le mettre sur off lorsque vous êtes en obturation silencieuse. Voilà. Donc en fait, automatiquement, lorsque vous mettez en obturateur électronique, il ne va pas fermer. Donc ça peut être un petit piège, donc faites attention à ça. Donc voilà, il est sur off, vous pouvez le mettre sur on ou pas la cible. Donc pas la cible du mode silencieux, ça fera en sorte que, en gros, ça veut dire on, hein, mais ils disent juste que c'est pas la cible du mode silencieux, voilà. Et la cartographie de pixels, parce que, si vous le savez pas, votre appareil photo, il est pas fou, hein. Quand des fois il s'arrête, vous entendez cluc et poupou. Et en fait, faut le mettre au noir, hein. Faut mettre l'objectif, faut mettre son bouchon d'objectif souvent devant l'objectif lorsque vous éteignez un Sony, si la cartographie de pixels est mise en auto, parce que en fait, il va vous faire une cartographie de pixels. Donc en gros, il va faire en sorte d'enlever les pixels chauds, les pixels blancs, pas les pixels noirs, puisque ça veut dire que le pixel est mort. Mais voilà, ça vous permet, en gros, l'appareil photo va des fois sentir qu'il est trop chaud. Donc potentiellement un problème après dans la relecture des pixels, enfin des photosites qui sont transformés en pixels. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est remapper le capteur en gros. Et donc, voilà, ça arrive automatiquement suivant ce qu'il fait. Des fois, c'est automatique suivant un certain nombre d'allumages. Mais si par exemple, il a été très très chaud, il va refroidir. Et si vous le rallumez, rééteignez, il va en général faire la cartographie, mais vous pouvez le faire manuellement, et on verra ça dans un autre menu tuto, voilà. Et donc ici, comme ça fait du bruit, si vous le mettez sur off, il se fera jamais lorsque vous mettez le mode silencieux, voilà, tout simplement. Donc type de déclencheur, là je me suis mis en déclencheur électronique, vous avez bien évidemment le déclencheur mécanique. Pour la démonstration, on va se mettre en mécanique, voilà, parce que voilà. Le i-obturateur rideau avant, donc c'est en gros ce que ça a une utilité technique, mais ça a un problème technique aussi. Donc vous pouvez le mettre sur on, et ce que ça fait, c'est que le premier obturateur, enfin le premier rideau, est tout simplement électronique. Donc en fait, il va, pas fermer et rouvrir l'obturateur, c'est ce que fait l'appareil photo, hein. Et donc, là, à la fin, il fermera juste et rouvrira juste l'obturateur. Ce que ça génère comme problème, c'est que l'obturateur électronique étant le capteur et l'obturateur étant une lame de vent, en fait, physiquement, ça entraîne des défauts qu'on n'est pas forcément obligé de comprendre. Mais on a des pertes, par exemple, de bokeh, où il y a des détails dans la photo, dans la partie floue de la photo qui va disparaître, tout simplement. Donc moi, je ne vous conseille pas, personnellement, à part dans des situations compliquées, où vous êtes obligé d'avoir l'obturateur mécanique, mais vous n'arrivez pas à avoir des photos nettes. Ça peut être utile, mais en général, mettez soit l'obturateur électronique, soit l'obturateur mécanique en entier.
Et en obturateur mécanique, entraînez-vous tout simplement à être le plus stable possible lorsque vous prenez des photos. Et ça passe souvent par, désolé de dire ça, par prendre des photos en regardant dans le viseur. Voilà, puisque vous êtes toujours plus stable en collant votre appareil photo sur la tête et en étant comme ça qu'en étant comme ça. Après, vous pouvez y arriver, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours plus efficace en faisant de vous un espèce de petit trépied. Déclenchement sans objectif, activé. Bien évidemment, parce que lorsque vous avez un objectif sans contact, donc adapté via une bague, si vous avez des vieux objectifs Zenita, enfin plein de trucs anciens, genre des Nikkor AIS, ou des trucs qui ne fonctionnent pas avec des contacts électroniques, mettez oui, enfin activez, et comme ça vous pourrez prendre des photos avec. Par contre, le déclenchement sans carte mémoire, pour moi, c'est un non total, parce que vous imaginez, vous sortez votre appareil photo, vous savez pas que vous avez plus de carte dedans déjà, vous prenez une photo, elle est géniale, et vous pouvez pas la sortir de votre appareil photo, puisqu'il est en mode, en gros, en mode Fnac, voilà, on va dire ça comme ça, on va dire du coup Darty, il y a quoi comme autre, Boulanger, voilà tout ça, pour pas faire de la pub juste pour la Fnac. En gros, du coup, voilà, ça va vous mettre juste le mode où vous pouvez voir la photo pour dire il est bien cet appareil photo et vous pourrez jamais la sortir. Donc moi, c'est un piège souvent. Et faites par précaution à chaque fois que vous sortez votre appareil photo. Déjà vérifiez que vous avez des cartes et essayez de prendre une photo de manière préventive. Et aussi, par exemple, avoir, comme par exemple, trimballer vos batteries dans une boîte et d'avoir toujours, même si c'est pas la meilleure carte du monde, des petites cartes qui traînent, hein, ça sera toujours bien, notamment pour la photo. Parce que pour la vidéo, il faut des meilleures cartes en général. Et puis voilà. Donc réglage anti-scintillement. Donc on a le réglage de base qui est le réglage automatique, qui marche moyennement bien, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on a des LED et avant ça marchait très bien avec les fréquences des halogènes ou des choses dans le genre, enfin des lampes à gaz, on va dire comme ça, qui ont des impulsions électriques à l'intérieur. Sauf qu'aujourd'hui, on a des lumières un peu plus compliquées et pour se battre contre le flickering ou le scintillement, il faudra plus utiliser ce qu'on appelle l'obturateur variable. Donc moi je vous conseille de le mettre sur un bouton, donc on verra ça plus en version personnelle, enfin tuto personnalisation. Vous pouvez mettre ça et en fait vous pourrez régler l'intervalle vraiment très finement. Et pourquoi je dis il faut le mettre sur soit sur une touche ou moi je le mets dans mon menu FN. Et ben c'est parce que vous ne voulez pas avoir réglé de passer de 1/2 millième à 1 125e de seconde en intervalle de 0,7, hein, parce que sinon vous passerez votre vie. Donc réglez, en gros, lorsque vous avez des sentiments au plus proche, là où vous voyez que le sentiment commence à disparaître, et faites pas confiance au viseur, puisque il ne sera pas forcément, ça ne sera même pas, en fait, en gros, le viseur affiche du sentiment parce qu'il est dans une fréquence d'image vidéo. Voilà, tout simplement. Et donc, prenez une photo et regardez le sentiment. Et donc, vous vous mettez à la vitesse où ça va être le moment où il y en a le moins. Et après, utilisez l'obturateur variable pour vraiment affiner votre réglage. Ce qui vous oblige, si vous voulez être en mode automatique, à rester en mode S. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et donc voilà, je ne peux pas régler l'obturateur variable. Donc je vais juste vous montrer quand même ce que ça fait. Voilà, obturateur variable. Et si je règle ici, voilà, vous voyez que... Donc voilà, c'est pas des fois aussi dramatique que ce que je dis, mais voilà, et ça fait quand même, pour passer d'un truc à l'autre, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc faites attention à ça. Hop, donc je vais enlever l'obturateur variable. Voilà, pour pas rester dessus. Même si je suis en C3, donc en théorie, je passe en C2, je reviens en C3, mon réglage se rétablira comme il était avant. Hop, attends, est-ce que ça va là? Pas de problème. Non, je fais ça parce que la thème a des tendances à essayer de, plus marcher correctement des fois. Hop, stabilisation d'image. Donc on a le steady shot. Hop, et pourquoi il ne veut pas le mettre sur? Tac, tac, tac. Ah oui, voilà. Donc, un petit problème. Sony et Canon, je ne sais pas si les autres font ça, mais comme c'est les deux appareils, enfin les deux marques que j'utilise,
ont un petit problème, c'est qu'ils veulent pas en fait faire en sorte que vous puissiez utiliser soit la stabilisation du capteur, soit la stabilisation de l'objectif. Donc quand un objectif est stabilisé, vous n'avez pas le choix d'enlever la stabilisation dans les menus parce qu'il faut appuyer sur le switch de stabilisation qui est sur l'optique. Ce que dit ici l'appareil photo du coup. Donc vous inquiétez pas si ça arrive, hein, c'est que vous avez la stabilisation sur votre objectif et qu'il faudra faire avec l'objectif. Et donc vous pouvez mettre auto ou manuel. Ce qui est assez marrant, c'est que pourquoi le mettre en manuel? Pourquoi accepter de vouloir le mettre en manuel alors que là, c'est le contrôle de l'objectif qui est de la stabilisation? Je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est que si vous le mettez en manuel, voilà, on va le mettre en manuel, et là on peut régler la longueur focale. Donc c'est surtout comme pour quand le déclenchement sans objectif, c'est pour bien évidemment les objectifs qui ne seront pas reconnus par votre appareil photo. Le petit problème que vous voyez, c'est que si vous mettez en dessous de 8 mm, la stabilisation sera pas pas très bonne. Voilà. Et donc ça va de 8 à 1000. Et j'aurais pu faire directement ça, ça aurait été plus intelligent. Hop, et voilà. Donc on va le remettre en auto. Et voilà pour la stabilisation. Alors le zoom, je vous en parlerai peut-être plus en vidéo. On va le faire quand même ici. Donc, zoom, je peux pas, parce que je suis en RAW plus JPEG. Donc il faut que je me mette en JPEG. On va aller du coup faire ça. Voilà. J'ai appuyé sur un truc personnalisé, je sais pas ce que j'ai fait. Qualité d'image. Hop. JPEG, on va voir ça. J'espère que c'est que en JPEG. Ou ça se trouve c'était que dans un des formats. Bon, on va voir ça tout de suite. C'était pas ça. Voilà. Zoom, toujours pas. Non valide avec cet objectif. Ah oui, pardon. Donc, zoom optique uniquement. Donc voilà. Là, ce que ça veut dire, c'est que, voilà, vous voyez qu'il m'a affiché un message d'erreur. C'est tout à fait logique, parce que, en fait, ça, ça va prendre en compte le fait qu'il y ait certains, objectifs qui ont ce qu'on appelle un power zoom. Donc un zoom qui est pas mécanique, mais qui est avec un switch. Donc certains objectifs ont ça, notamment les objectifs vidéo. Et donc si on met zoom optique uniquement, vous ne pourrez pas mettre le zoom, puisque là, c'est une optique à zoom manuel. Si vous mettez zoom image claire, en gros ce que ça va faire, c'est ça crop dans l'image, sauf que ça crop d'une façon assez étrange, qui fait que vous ne perdez pas de définition et très peu de détails. Donc si vous mettez zoom image claire, hop, on peut zoomer. Donc on va faire ça. Hop. Vous ne verrez, de toute façon, vous verrez rien. Parce que mon objectif, c'est le 200-600 et j'ai pas assez de recul. De toute façon, vous verrez que du flou. On va essayer de voir si le flou est intéressant à regarder. Non, pas du tout, au final. Voilà, on est dans le noir de toute façon, donc ça sert à rien. Hop. Ici, on va se mettre comme ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Mais en gros, ce que vous pouvez faire, je vais y arriver. C'est comme vous le voyez, vous pouvez aller jusqu'au cadrage APS-C. Apparemment un peu plus, donc on peut aller en x2 en photo. Et normalement, vous ne perdez pas de détails. Le second mode, attends, on va se remettre comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous pouvez vous dire, il n'y a pas d'inconvénient à faire ça. Parce que sinon ce serait très intéressant d'avoir un crop APS-C plus un autre crop APS-C, c'est que vous perdez en gros toutes les aides à la mise au point autofocus, donc tout l'autofocus intelligent est parti. Donc il faudra essayer de faire attention à se mettre en mode large et essayer d'avoir ce d'avoir ce que vous voulez de net de manière beaucoup plus compliquée au final du coup. Donc on va se remettre à 0 et on a une autre option qui va être le zoom numérique. Et zoom numérique, si on rezoome, on passe. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire du zoom image claire et à l'occasion se dire, oh on va quand même occasionnellement passer au-dessus et perdre de la qualité d'image. Et donc là, on est en mode perte de qualité d'image. On peut aller jusqu'à 4, je crois, un truc dans le genre. Voilà. Zoom 4 en photo. Ce sera différent en vidéo. Hein. La vidéo, le zoom image claire est limité à 1.5. Mais ce qui est intéressant en vidéo, c'est que vous restez dans votre 4K natif sans problème. Et l'autofocus, comme en général, il met au point ce qui est le plus proche, il y a beaucoup moins de problèmes qu'en photo. Voilà, ça sera moins exigeant.
Hop, voilà, c'est très long. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Donc voilà, on va mettre zoom image claire, et donc on peut régler la vitesse du zoom, donc de 1 à beaucoup, voilà, à 8. Hop. Et donc on peut le faire en photo et en vidéo. Donc voilà, c'est un peu bizarre des fois les menus, parce que vous pouvez faire ça en vidéo aussi, donc voilà, c'est pour avoir un raccourci, mais voilà, c'est un peu bizarre. Et à distance, voilà, on peut rien choisir. Ce qui est marrant, c'est qu'ils disent à distance. Ce que ça veut simplement dire, c'est que c'est avec une télécommande. Pourquoi ils n'ont pas mis de télécommande? Donc voilà, vous pouvez faire vitesse variable ou fixe. Donc vitesse variable, c'est suivant quand vous appuyez sur le bouton, ça va faire plus ou moins, comment dire ça, un peu comme sur une manette, hein, enfin, ou même le déclencheur, tout simplement, de l'appareil photo. Ça va aller plus ou moins vite suivant l'intensité de votre pouce dessus. Et donc on peut régler aussi la vitesse différemment de ce qu'on aurait dans l'appareil photo. Alors vous allez vous dire comment on peut régler ça de manière intéressante. Et ben moi je l'utilise d'ailleurs que en vidéo. Ce que vous faites, c'est que par exemple moi sur le D-pad, donc la molette qui sert aussi à sélectionner vos réglages personnalisés, et ben moi je mets d'un côté le zoom et de l'autre le dézoom. Mais on verra ça, ou vous avez déjà vu ça dans mon tuto de personnalisation. Mais on verra surtout ça dans la personnalisation vidéo, ou la personnalisation en général. Et donc on va finir pour la photo en affichage prise de vue. Ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas pourquoi ils mettent affichage prise de vue, parce que pour moi, affichage prise de vue, c'est l'affichage de la photo. Alors bon, ça reste bizarre, mais bon, on peut dire que c'est logique ou pas. Donc vous pouvez afficher le quadrillage ou non, et vous pouvez choisir votre type de quadrillage. Alors vous allez vous dire pourquoi j'utilise pas la règle des tiers, parce que quand on la connaît, on sait à peu près où est un tiers dans la photo. Par contre, ce que fait la grille carrée, comme vous pouvez voir ici, ah oui, comme vous ne pouvez pas voir, parce que ce qui est marrant, c'est quoi, vous voyez là tous les affichages, sauf que Sony ne montre pas l'enregistrement, ce qui est zébra, parce que là j'ai les zébras qui sont affichés, et on le verra pas, ah peut-être pas, j'ai pas les zébras sur le A7 IV, mais tout ce qui est gris ou zébra ou les choses dans le genre qui sont affichées, ne s'affiche pas sur l'enregistrement. Je sais pas pourquoi, mais il le fait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vous montrer, par exemple, je peux pas vous montrer le focus map, par exemple, sur un enregistreur externe. Voilà. Et donc vous avez aussi le choix de grille carré plus les diagonales. Donc moi je le fais surtout pour, bien évidemment, faire en sorte que le cadrage soit plus simple. Donc c'est pour ça que le plus de lignes j'ai, le plus content je suis. Et donc on a réglage affichage live view. Donc définition d'effet activé. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir des profils un peu... En gros, si vous avez le S-Log, si vous mettez désactivé, ça vous mettra juste... voilà. Si vous n'avez pas... En fait, ça enlèvera l'assist ou les choses dans le genre. Ça vous mettra, genre, si vous mettez, par exemple, des filtres, genre un peu... voilà, des filtres, tout simplement, dessus. Et ben ça ne s'affichera pas. Ça affichera juste l'exposition et pas les effets. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hop. Donc, effet... comment ils appellent ça? Effet d'exposition. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... en gros, votre viseur s'adapte à peu près comme il faut à ce que vous verriez lorsque vous prenez la photo. Moyennant le fait que ça soit quand même de la vidéo à l'intérieur du viseur, donc voilà, c'est un peu biaisé, mais basiquement c'est ça, vous êtes censé avoir la bonne profondeur de champ, la bonne exposition et tout ça, sauf que ça se passe comment lorsque vous avez un flash? Parce que c'est pas la bonne exposition. Et bien ce que fait l'appareil photo d'assez intéressant lorsque vous mettez paramètres exposition et flash, c'est que dès qu'il détecte un flash, donc un flash Sony, il va se mettre dans un mode où il est juste... vous avez juste l'affichage du viseur ou de l'écran arrière qui va vous permettre de, de faire en sorte de cadrer correctement votre image. Ce ne sera pas une exposition correcte en fonction de vos réglages, tout simplement, parce que sinon, si vous faites de la photo au flash, vous seriez en général dans le noir, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, mais vous auriez un aperçu un peu bizarre. Là, ça vous permet de quand même cadrer, faire vos choses correctement, et sinon, on peut mettre uniquement le paramètre d'exposition.
Donc voilà, ce tuto menu prise de vue est enfin terminé. Alors j'aurais aimé le faire plus thématique avec d'autres menus, mais c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas réussi à le relier à d'autres thématiques comme l'autofocus ou les choses dans le genre, la personnalisation. Et donc les autres risquent d'être aussi longs, voire même plus longs. Et donc j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. C'est un peu dense, donc voilà, revenez quand vous voulez. C'est bien de dire ça alors que c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à liker et bien évidemment à vous abonner. Et moi je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto ou de test ou de comparatif. Non, c'est pas là.